Nous allons donc reprendre avec Hubert On va te passer en premier. la liste des élus. Tu t'en vas? Attends, Alors, nous reprenons donc la deuxième liste, si j'ose dire. Alors, Philippe Descamps prend l'avion et il fait partie des 8 membres associés qui deviennent titulaires cette année. Et donc, nous lui donnons la parole. Je rappelle qu'il est PQR chef de service à Angers, que c'est chez lui qu'a été formé Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, qu'il est vice-président de la FIGO et qu'il accueillera pour son congrès de la FIGO en 2023 à Paris, ce qui est une énorme entreprise quand même. C'est la parole. on fait une photo d'abord. Il est où le photographe? Il n'y a plus de photographe. Est-ce qu'il te reste des photos? On a un Non, c'est important, là. photographe. Qu'on reprenne un petit peu les habitudes. Merci beaucoup. C'est bien sûr un immense honneur d'être accueilli à l'Académie. Je remercie mes parrains, je remercie les présidents, le secrétaire général. Je dirais un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure sur la chirurgie gynécologique, qui a été un petit peu le parent pauvre de la chirurgie, et c'était normal à une certaine époque. Et je voudrais en profiter pour remercier mon patron, monsieur Jacques Lansac, que certains connaissent bien ici, dont monsieur Beaulieu, qui était lyonnais et qui a été une des grandes figures de la gynécologie, un immense chirurgien, et qui m'a transmis énormément de choses, dont des valeurs très importantes pour la santé des femmes. Alors juste un petit mot pour la FIGO, comme tu l'as gentiment rappelé, je viens d'être élu vice-président de la FIGO. La FIGO, c'est une association mondiale de gynéco-obstétrique qui rassemble 130 sociétés savantes, dont le but est de travailler pour la santé des femmes dans le monde. Donc, ce n'est pas que les pays en voie de développement, mais c'est bien sûr beaucoup pour les pays en voie de développement. Et c'est le prolongement des actions que j'avais menées au Collège des gynécologues. Et j'étais très heureux de voir le collègue Khmer et monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, puisque les gynécologues ont fait beaucoup de programmes. Moi, je suis allé plusieurs fois à Phnom Penh, mais aussi au Vietnam, mais aussi au Laos. Et donc, le message, et j'ai fini, je te rassure, Philippe, le message, c'est que je vais essayer de mettre à contribution toute cette énergie et cette vision internationale. Je suis nommé pour 2 ans, ça passe très vite, au service de l'Académie, pour travailler ensemble. On a déjà commencé de très belle manière. Et bien sûr, comme tu l'as très gentiment souligné, on va accueillir Denis Mukwege en janvier. Alors, je m'empresse de dire qu'il a été formé à Angers, mais bien avant que j'arrive, donc je n'y suis pour rien. Je ne vais sûrement pas être un imposteur dans la récupération de la formation de cet homme qui est un homme immense, qui a un charisme exceptionnel, qui a consacré sa vie. Vous savez, c'est l'homme qui répare les femmes. Plusieurs d'entre vous ont sûrement vu ce film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir. Il est prix Nobel de la paix. Alors nous, on a une petite fierté. Il est membre de l'Académie de chirurgie. Il est membre d'honneur du Collège des gynécologues. C'est pas tous les jours qu'on a un chirurgien, gynécologue, francophone, ami de la France, et puis formé à Angers, d'où je viens, donc je suis particulièrement honoré, qui vient en France. Et si vous avez l'occasion de participer à ces journées qui vont être organisées par l'Académie, ne les manquez pas, parce que c'est un homme totalement exceptionnel. Merci beaucoup. Je suis extrêmement honoré et flatté d'être ici aujourd'hui. Merci infiniment. Merci Philippe. Donc, les séances de l'Académie avec Denis Mukwege seront le 11 janvier à l'Académie de médecine et le 12 janvier à l'Académie de chirurgie. Et le 13 janvier au Collège des gynécologues. Michel Légens, chirurgien oral à Paris, MCUPH, il associe enseignement et recherche, et je crois qu'il va être président de quelque chose en 2022. Président de la société, comment vous l'appelez? De l'Académie de chirurgie dentaire. Très bien. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, merci de ce grand honneur d'intégrer votre noble institution. Et je dirais que je suis là à double titre, effectivement, en tant que vice-président actuel et futur président en février de l'Académie nationale de la chirurgie dentaire. Et je compte poursuivre la politique de coopération, de collaboration que nous avons déjà initiée l'année dernière, en programmant notamment une séance commune en 2022 entre l'ANCD et l'Académie de chirurgie.
Donc, je suis très heureux de poursuivre la politique qui a été initiée. Je suis là donc à un autre titre également, c'est celui de chirurgien oral. Donc, je ne reviendrai pas au niveau de cette nouvelle spécialité chirurgicale qui intègre maintenant avec honneur votre noble association. Et puis, je saluerai ici mes collègues du service de santé des armées, puisque je suis aussi colonel de réserve opérationnelle du service de santé des armées et je travaille à l'Institution nationale des invalides à ce titre. Je vous remercie en tout cas pour cet honneur et je vous souhaite une très bonne collaboration pour 2022. Merci, mon colonel. Sébastien Lustig, chirurgien orthopédiste à Lyon, PUPH, spécialiste de la hanche et du genou. C'est une de ses élèves qui a remporté vendredi dernier le Grand Prix de la recherche clinique de l'Académie pour 2021 sur les prothèses unicompartimentales. Voilà. Gérard Modrux, urologue libéral à Grenoble. Je pense que quasiment tous les chirurgiens français le connaissent et peuvent lui être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour leurs problèmes de retraite, et cela depuis des années. Ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, il a été un des premiers à faire les TVT à l'époque. Voilà. Merci à tous, merci à l'Académie pour cet honneur qui a un peu couronné une carrière bien remplie. Quand je dis bien remplie, c'est d'abord au service des patients, ne les oublions pas, de mes patients, mais aussi des autres, avec une activité libérale. Malgré toutes les activités que j'avais à côté, j'ai toujours exercé à plein temps, puisque c'était mon seul gagne-pain. Et le plein temps libéral, c'est pas 35 heures, vous le savez, et c'est malheureusement trop souvent 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Au service de la chirurgie aussi, ça a commencé il y a 30 ans, quand Raymond Gatellman m'avait demandé d'être son secrétaire général adjoint au Collège des chirurgiens. Ensuite, il y a notre ancien président, urologue de la Pitié, François Richard, qui m'a demandé, avec Didier Lambert et deux, trois autres confrères, de faire un syndicat unique de chirurgiens. Il y en avait une dizaine à l'époque. Et en un an, j'ai réussi à le faire, rassemblant les hospitaliers, les libéraux et toutes les spécialités chirurgicales. Malheureusement, on croyait à l'époque que l'union fait la force. Malheureusement, en face, ils étaient quand même plus forts que nous. Et les choses n'ont pas beaucoup avancé, malheureusement. Également au service de l'ensemble des médecins, puisque j'étais président pendant presque 20 ans de leur caisse de retraite. Monsieur de Kervousdou, il y a une profession qui a organisé la période 2030-2050, c'est nous, en matière de retraite, et pour le seul régime qu'on pilotait sur les trois. Également au service des professions libérales, puisque j'ai été un temps président de la caisse des maladies et des professions libérales. Je ne l'ai pas été très longtemps, j'ai démissionné après 18 mois, c'était le début du RSI. Quand j'ai vu où irait le RSI, les faits m'ont donné raison quelques années après. Et surtout, je me suis aperçu que le conseil d'administration, le président ne servait strictement à rien. Le titre était uniquement honorifique, ce qui ne m'intéressait pas. Donc, j'ai démissionné après 18 mois. Et 5 ans plus tard, ça a très mal tourné. Voilà, donc merci beaucoup pour cet honneur. Et maintenant, peut-être au service de l'Académie de chirurgie. Merci beaucoup, Gérard. François Moutet, PUPH, chef de service à Grenoble en chirurgie réparatrice de la main et des brûlés. Il a été président de la Société française de chirurgie de la main. Bonjour François. Bonjour. Tu regardes l'objectif. Oui. Et tu prends la parole. Je prends ? Je garde. Évidemment, si je vous disais que je ne suis pas flatté et honoré, vous seriez un peu surpris. Je trouve, ayant passé un certain temps à écrire, n'en déplaise à M. de Kervousdou, le droit au titre en chirurgien de la main qui a acté la spécialisation de la chose, finalement c'est un retour du refoulé. Vous me donnez un titre après que j'en ai distribué quelques-uns, je trouve ça assez sympathique. Je veux absolument remercier mes parrains, donc François Sternberg et Michel Merle, qui est l'homme que je hais le plus. Je croyais être quelqu'un d'énergique, mais je crois que je suis battu. Je vous remercie.
Pierre-Olivier Pinelli, chirurgien orthopédiste à Marseille, dans l'équipe du professeur Argenson. Il est l'un des cofondateurs du cercle Nicolas Andry. Bien, à mon tour de remercier Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, pour cet immense honneur d'intégrer cette honorable institution. Et puisque on dit que je suis un des membres cofondateurs du cercle Nicolas Andry, c'est bien de rappeler qui était Nicolas Andry. Nicolas Andry était donc doyen de la faculté de Paris au XVIIIe siècle, et on lui doit le nom d'orthopédie. Il a inventé ce nom-là en écrivant un ouvrage qui s'appelait « De l'orthopédie », ou l'art de corriger dans les enfants les difformités du corps, petit manuel à l'usage des médecins et de tous ceux qui ont des enfants à élever. Voilà. Donc, je profite aussi de ma courte présence ici pour remercier un de mes parrains et dire aussi pourquoi je l'ai choisi comme parrain. Vous savez que nous existons, en tout cas cette académie existe, à cause d'une petite maladie dont souffrait Louis XIV, qui était une fistule à l'anus et qui a été soignée par son chirurgien qui était Charles-François Félix. Parce que les médecins n'avaient pas réussi à le guérir de cette maladie bien ennuyeuse. Il était donc soigné publiquement, puisque c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Et donc, je me devais de prendre un chirurgien viscéral parmi mes parrains. Et c'est pour ça, il ne le sait pas lui-même, mais j'espère qu'il apprendra après cette séance. Il sait pas que c'est pour ça que je l'ai choisi. Et donc, je remercie évidemment Jean-Robert Delperot, de chirurgien viscéral de Marseille, d'avoir parrainé ma candidature au même titre que Hubert Joannet. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, François. Christophe Pommel, chirurgien gynécologue, PUPH chef de service au Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin à Clermont-Ferrand, coordinateur et investigateur principal de plusieurs études. Il a reçu la médaille Scali-Villet de l'Académie au titre de l'année 2020. Il n'est pas là. Jean-Louis Prudon, chirurgien orthopédiste libéral à Échirolles, ancien directeur et PDG de clinique. Il est spécialisé dans la chirurgie du genou et il est actuellement très impliqué dans les marquages CE et les organismes notifiés en France et en Europe. Pas de sortir de Jacques. Hein. Oui, absolument. Merci beaucoup, merci de l'honneur que vous me faites et j'espère être à la hauteur de ce que vous attendez. Je remercie Jacques qui m'a accroché tout à l'heure là en partant, simplement pour que je pose la question de savoir combien le chirurgien de Louis XIV avait été payé pour le traitement de sa fistule. Et Jacques, tu dois avoir les réponses, je pense. Combien? 40 000 écus d'or, ce qui équivaut à 6 millions d'euros actuels. Alors, ce n'est pas Félix qui a fondé la Société royale de chirurgie, c'est Georges Maréchal, son collègue. Et Georges Maréchal a hérité du titre de chirurgien du roi à la mort de Félix en 1702. Et Félix s'est tué. Il avait, comme beaucoup à l'époque, un calcul vésical. Donc, c'était la fameuse maladie de la pierre. Il a voulu se traiter lui-même et il est mort d'infection. Juste très bref, je suis chirurgien libéral à Grenoble, je suis à la retraite et intéressé particulièrement par les dispositifs médicaux parce que j'ai fait quelques mauvaises expériences en chirurgie orthopédique, en particulier avec certaines prothèses de hanche. Donc, je pense que pour la sécurité des patients, c'est important qu'on prenne les choses en main et qu'il y ait effectivement une réglementation européenne qui peut être très, très drastique, mais qui permettra d'améliorer les choses. En tout cas, merci à l'Académie et c'est dans ce sens-là que je pense pouvoir intervenir et vous donner un petit peu de mon temps et de ma compétence. Merci. Merci beaucoup. Nadia Rosancher, anesthésiste réanimatrice à Paris, coordinatrice de plusieurs études cliniques nationales et internationales. Bravo. Bonjour Nadia. Bien.
Merci, évidemment, je suis très, très honorée en tant que femme, en tant qu'anesthésiste, parce que c'est vraiment rare chez vous. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à comment collaborer avec vous pour essayer, oui, pour essayer d'apporter quelque chose. En effet, je pense qu'on a parlé des événements indésirables, mais on n'a pas parlé de mortalité, qui reste à un taux très élevé. Et je pense que c'est notre combat commun qui va pouvoir faire baisser la mortalité après chirurgie. On dit actuellement que c'est entre 0,6 et 1%, ce qui est énorme. Et on a des recommandations en anesthésie. Malheureusement, vous ne les connaissez pas, mais qui essentiellement visent à diminuer cette mortalité, comme on corrige une anémie préopératoire, on fait des tas de trucs comme ça. Et malheureusement, c'est pas très connu et je serais vraiment, ça me ferait plaisir de faire éventuellement des topos pour faire avancer ce sujet qui est commun. 2 minutes, je voudrais vous donner mon parcours. J'ai été renvoyée d'un pays au moment d'une guerre, la guerre de Suez. La France m'a accueillie, ça m'aurait suffi. La France m'a permis, grâce à ses lois sociales et ses bourses, de faire des études, ça m'aurait suffi. La France m'a permis d'être spécialiste, ça m'aurait suffi. La France m'a élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur, ça m'aurait suffi. La France m'a donné le grand prix de la Société française d'anesthésie-réanimation pour ceux qui ont fait connaître l'anesthésie en dehors du pays, ça m'aurait suffi. Et aujourd'hui, je suis parmi vous, j'en reviens pas. Là, merci. Ça suffit pas. Jean-Pierre Rosenbaum, chirurgien ophtalmo à Paris, médaille d'or, PH temps partiel au 15-20, spécialiste de la cataracte. Monsieur Pierre, on te connaît. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été élu dans cette prestigieuse institution qu'est l'Académie. Je vous remercie de l'immense bienveillance que vous avez eue à mon égard au cours de toutes ces sessions et je voudrais surtout ne pas oublier de remercier mes parrains, le docteur Bernard Cron et le docteur Caddy, qui m'ont permis de faire cette communication et par la suite d'être élu. J'aurais également une pensée, bien sûr, pour mes parents, pour mes maîtres en médecine qui m'ont élevé dans le respect de l'autre et dans l'éthique. Notre métier au service du patient, c'est d'abord le plus important. Au travers de toutes les sessions magnifiques auxquelles j'ai pu assister au sein de l'Académie, et j'ai été épaté par ce que ça pouvait représenter comme travail de préparation. J'ai assisté dans tous les domaines des différentes spécialités à des choses absolument extraordinaires. Et on a pu voir comment les différentes équipes dans les différentes spécialités repoussent les limites du possible. On voit ainsi toute l'ADN qui réunit tous les chirurgiens. C'est en fait au service du patient, bien sûr, accepter l'innovation, cette transversalité qui nous permet de voir comment avancent les différentes spécialités. Ça nous donne également des idées pour avancer également dans les nôtres. Et vraiment, j'ai pu remarquer cette espèce d'élévation qu'on a en assistant à ces différentes séances. Et c'est vrai qu'il faut sacrifier du temps pour assister à ces séances qui sont vraiment formidables. Donc, merci beaucoup et et c'est un immense honneur. Et je remercie des académiciens et académiciennes de m'avoir également accueilli dans leur sein, dans cette compagnie. Merci beaucoup. Je veux dire un petit mot pour le remercier également d'avoir accepté la fonction de secrétaire de séance pour l'année 2022. Donc, il va nous accompagner dans ces activités. Merci. Marc Sapoval, radiologue interventionnel, PUPH, chef de service à l'HEGP. 236 publications dans PubMed. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je suis bien sûr très honoré d'être accepté dans cette institution. Je tiens à remercier le professeur Chiras qui m'a incité à me rapprocher et mes parrains,
le professeur Gangebach et le docteur Paul Méria. Et je voudrais juste vous dire un tout petit mot sur ma particularité ici parmi vous. Donc, je ne suis pas seul, nous sommes quelques-uns à être radiologue interventionnel ou neuroradiologue interventionnel, pour vous dire que finalement, nous sommes des spécialités qui sont extrêmement proches. Je pense qu'on est fait du même bois. On a beaucoup plus de proximité dans les échanges qu'on peut avoir avec les collègues chirurgiens que parfois les collègues médecins, parce qu'on a une activité, on va dire, invasive et opératoire qui permet d'avoir une action directe et souvent visible, le plus souvent en bien, on espère, sur nos patients. Donc voilà, je me rends disponible pour travailler dans cette communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour préciser ce que tu viens de dire, on s'oriente de plus en plus vers la sémantique suivante, opérateur d'origine chirurgicale ou opérateur d'origine médicale. Madame Hélène Sussman, médecin vasculaire interventionnel à Paris, spécialiste de l'écho-doppler dans les troubles de l'érection. Hélène, on va faire une photo. Je cherche le document. Il est où? On fera la photo après. On cherche la photo. D'accord. Je vais répéter un petit peu ce que tous mes précédents personnes ont dit, c'est-à-dire que c'est un grand honneur et une grande fierté pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Après un parcours de vie totalement atypique qui a commencé par le domaine de la scientifique de la chimie, où j'étais ingénieure. J'ai dévié par la suite vers la médecine par passion, puis la médecine vasculaire. Je crois que tu peux reprendre la photo. C'est la bonne. Tu as refait la photo? Oui. Et c'est à ce titre que j'ai passé 30 ans dans le service de l'hôpital Henri-Mondor, à participer à toutes les évolutions passionnantes de la chirurgie vasculaire, aux côtés du professeur Didier Mélière et puis Jean-Pierre Beckmin. Et puis j'ai obliqué très très vite aussi dans ma formation vasculaire vers le domaine de la dysfonction érectile d'origine vasculaire et aux côtés du docteur Ronald Virag. Et c'est un peu à ce titre-là que j'ai mis au point des protocoles d'exploration dans ce domaine. Je suis très fière par ailleurs d'augmenter un petit peu le nombre des femmes de cette assemblée. Et j'ai une petite pensée pour Snezhina Fresh, qui était très malade, mais qui va beaucoup mieux à l'heure actuelle et qui va sortir bientôt de l'hôpital. Merci à tous. Merci beaucoup, Hélène. Vincent Travers, chirurgien orthopédiste à Fréjus, coordinateur des DPC de la Sofcote. Vincent. Oui, j'ai noté que nous sommes 13 orthopédistes à être élus ce jour. Il y a une bonne quantité d'orthopédistes, donc je pourrais dire que je suis très honoré d'être parmi vous. Je remercie particulièrement mes parrains, Henri Coudane, que je connais depuis plus de 30 ans, et Antoine Vatrelot. Alors moi, mes sujets de prédilection depuis une quinzaine d'années, c'est le facteur humain, avec essentiellement les relations entre chirurgiens et anesthésistes, qui m'a permis d'être... Nadia, oui, d'être dans de nombreux congrès d'anesthésie, de diriger des séminaires pour essayer de travailler la gestion des conflits au sein du bloc opératoire. Et puis, dans le cadre de ce facteur humain, la gestion du stress chez les chirurgiens. Vous savez qu'il y a énormément de burn-out. Je dirige depuis 15 ans des week-ends de gestion du stress pour les chirurgiens et les anesthésistes. Je vois des collègues souffrir. Je vois des collègues mourir, 30% de burn-out minimum
avéré dans les chirurgiens, les professions chirurgicales. C'est pareil chez les gastros. Je suis en train de travailler chez les radiologues. C'est exactement la même chose. 50% de burn-out chez les internes. Et je pense que l'Académie a cette transversalité et cette hauteur de vue qui permettrait que nous nous rébellions un petit peu contre les contraintes que nous avons. Moi, je ne suis pas en burn-out du tout, au contraire. Plus de contraintes, moins de plaisir, moins d'argent, moins de temps. Je pense qu'il y a du travail à faire pour assurer le futur des chirurgiens. On va demander à Jean. Jean, est-ce que vous voyez un rapport direct entre la déshérence hospitalière et le burn-out croissant? Est-ce que vous... Oui, c'est une corrélation, c'est une association. C'est vrai que l'ensemble des procédures, l'ensemble des exigences, l'évolution de la demande de vos patients, enfin, comme toujours, c'est multicausal, multifactoriel. Et puis, cette exigence, comme certains de mes amis dans cette salle le savent, ma femme est médecin, les gynécologues, et c'est vrai que l'évolution des patientes en une carrière est absolument extraordinaire, ne serait-ce que parce que aujourd'hui, les jeunes femmes ne veulent plus de la chimie, donc plus d'hormones. Elles veulent de la contraception néanmoins, donc bon, comment on fait? Quand on explique qu'on ne pose pas de stérilet avant un certain âge chez une jeune femme, enfin bref. Et donc une exigence nouvelle associée à des pressions réglementaires et bureaucratiques. Alors, ce n'est pas qu'elles ne doivent pas exister, notamment en ce qui concerne les prothèses de hanche, mais voilà. Donc, il y a une évolution assez particulière. Comme vous le savez, en ce moment, donc, 10% des effectifs sont absents des hôpitaux. Je parle du personnel soignant, pas des médecins. Et que l'attachement des infirmières notamment à une institution est un attachement qui a, il n'a pas disparu, mais qui s'est amenuisé et qui n'est aujourd'hui que pour un petit nombre. Donc les gens s'en vont, et notamment, paradoxalement, aujourd'hui, la campagne de vaccination, comme c'est relativement bien payé, eh bien, conduit les infirmières à faire 2 jours de vaccination, et puis elles savent que, pardon d'utiliser le féminin, mais c'est 86% de femmes. Vous savez, donc l'usage veut qu'on parle d'infirmiers quand il s'agit d'activité d'aiguë, et d'infirmiers quand il s'agit de psychiatrie, et d'infirmières quand il s'agit des autres activités médicales. Ça change beaucoup de choses, et j'avais là. Et c'est comme ça que je commence ma dernière chronique dans Le Point. J'ai téléphoné à 2 directeurs d'hôpitaux parisiens, tous les 2, la semaine passée, et ils étaient eux. Il y en a un qui m'a dit « On est entre nous, vraiment, je fais un boulot de con. Je passe mon temps à essayer de recruter les gens. Voilà. Alors on en trouve, mais ils arrivent, ils repartent. Et puis, comme vous le savez, les sociétés d'intérim recrutent à la sortie des écoles et placent dans vos services, notamment au libéral, des gens qui ont été peu formés. Donc, bref, tout ça, ça se cumule et ça a l'effet que vous constatez. Merci beaucoup. Philippe Valenti, chirurgien orthopédiste à Paris. C'est un des leaders de la chirurgie de l'épaule, mais je pense qu'il n'est pas là. Charles Valéry, neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière, directeur médical UIT Gamma Knife pour l'Île-de-France. Ronald, s'il te plaît. Excuse-moi, et merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Vous avez la parole. Oui, pardon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Je suis très honoré vraiment de participer, d'être élu à cette vénérable institution qu'est l'Académie de chirurgie. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la mise au point de nouvelles stratégies thérapeutiques associant techniques innovantes et chirurgie, notamment en thérapie génique dans la fin des années 90 où j'avais mis au point un essai avec le professeur Klatzmann et le professeur Philippon à la Salpêtrière.
Et puis plus récemment, la radiochirurgie depuis les années 2000, qui s'est concrétisée par l'ouverture d'une unité Gamma Knife à la Salpêtrière également, où on arrive par des rayons à traiter des lésions intracérébrales sans ouvrir le crâne, et on arrive à traiter de multiples formes de pathologies. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, cette expérience-là permettra d'alimenter un peu votre réflexion sur la place et le champ d'action du chirurgien de demain, parce que je crois que c'est vraiment ça qui est un élément très important de réflexion. Merci beaucoup.